C'est valorisé combien aujourd'hui? 115 millions sur la dernière valo là. On retrouve avec à peu près 80% là, de la société. Alors moi quand je me dis une boîte à 1 milliard, je me dis putain c'est pourri si je fais une boîte à 1 milliard. Donc ouais, je suis plutôt à essayer de me dire j'ai une boîte à 100 milliards. On a une communauté d'environ 600 000 membres qui ont déjà investi sur des projets. On finance des projets de 5 millions en quelques minutes. Même aux États-Unis, je crois qu'on a une meilleure tech que le leader américain. Alors juste avant de commencer l'épisode, si vous voulez recevoir toutes les semaines les meilleures stratégies de croissance pour faire décoller vos revenus, ainsi que les nouvelles tendances émergentes et les idées business pour les exploiter, alors vous allez adorer NextTrends. NextTrends, c'est très simple. Si vous n'avez pas encore d'idée, ça vous aide à en trouver. Si vous avez déjà une idée, ça vous aide à vous lancer. Et si vous avez déjà une boîte, ça vous aide à la faire grandir. Aujourd'hui, il y a plus de 200 entrepreneurs parmi les plus connus de France qui nous ont déjà rejoints. Donc si ça vous intéresse, ce sera le premier lien dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Cédric O'Neill, le fondateur et CEO de Brix. Merci Cédric, ça fait longtemps qu'on voulait faire cet épisode. Merci de nous accorder ton temps. Pour commencer, ce que je te propose, même si je pense que les gens te connaissent parce que tu as fait déjà plusieurs apparitions qui ont été très médiatisées, j'aimerais que tu puisses rapidement te présenter, nous expliquer en quelques minutes ton parcours. Qu'est-ce que tu as essayé de révolutionner, qu'est-ce que tu as déjà réussi en partie à révolutionner. Et après, évidemment, on va creuser sur le cœur de ce podcast, c'est-à-dire jusqu'où tu veux aller, jusqu'où tu penses qu'il est possible d'aller et quel est le futur de ton industrie. Mais d'abord, je te laisse te présenter. Oui, salut à vous deux, merci de m'accueillir. Donc moi je suis Cédric, le fondateur de la plateforme Brix.co. L'objectif avec la plateforme, ça a été de dire qu'on va redonner à tout le monde les mêmes capacités et les mêmes chances d'investissement dans de l'immobilier et à partir de 10 euros. Parce que j'avais la conviction que c'était pas normal que les meilleurs deals soient réservés aux plus gros investisseurs et j'avais la conviction que c'était pas normal qu'il y ait autant de personnes qui ne puissent pas investir sur de l'immobilier, se constituer un patrimoine. Et les petits ruisseaux, on peut faire des gros fleuves et tu vois, c'est ce qu'on est en train de démontrer. Moi, quand je suis arrivé dans le financement participatif en 2020, donc c'était pendant la période Covid, juste après, tout le monde m'a dit ça marchera pas, tu vas te casser la gueule parce que aller chercher les coûts d'acquisition clients de milliers de particuliers, ça va te coûter trop cher par rapport à ce que tu vas gagner. Donc c'est un modèle économique qui n'est pas viable du tout. Et moi, j'avais la conviction tout autre qui était de dire si ça fonctionne bien, si on a une bonne expérience client, il va y avoir du bouche à oreille, les gens vont avoir envie d'investir, mais surtout de réinvestir et de s'en servir sur du long terme. Et c'est ce qu'on a réussi à prouver là aujourd'hui parce que on a une communauté d'environ 600 000 membres qui ont déjà investi sur des projets. On finance des projets de 5 millions en quelques minutes. Tu vois, le mois dernier, octobre 2025, on a financé 24 millions d'euros de projets et c'était pas faute de ne pas pouvoir continuer. Hein. On n'avait pas suffisamment de projets à proposer sur la plateforme. Et là, moi j'observe, c'est que les particuliers, depuis la période Covid, se rendent compte qu'on est dans un monde très mouvant, très incertain. Tu as des guerres qui explosent dans tous les sens. Tu as une dette galopante. Tu ne sais pas si tu auras une retraite à la fin de ton temps de travail. Et à côté de ça, tu as l'intelligence artificielle qui est en train de réveiller pas mal de pans de l'activité et de nous permettre, nous, simples individus, de se former facilement. Donc les gens prennent en main leurs finances perso, essayent de s'éduquer, ce qu'on voyait moins, et font de moins en moins aussi confiance à l'État pour gérer leur propre budget. Quand tu acceptes que l'État gère ta retraite, tu donnes la responsabilité de tous tes revenus à la fin de ta vie à l'État. Et, et alors, on n'a pas vraiment le choix. Hein. En France, c'est une obligation de cotiser pour la retraite. On ne peut pas dire j'arrête de cotiser. Mais quand tu vois comment ils gèrent l'argent du pays, bah, tu te poses des questions sur le fait d'avoir ou non une retraite. Donc les gens, de plus en plus, vont essayer d'investir par eux-mêmes pour se constituer un patrimoine. Et alors tu peux le faire de plusieurs façons. Hein. Soit tu confies ton argent à ton banquier, ce qui se faisait beaucoup jusqu'à pas longtemps. Soit tu te rends aussi compte que ton banquier a des intérêts personnels parce qu'en général, il va te
Il va te conseiller les produits structurés par la banque sur lesquels la banque prend beaucoup de frais et donc tu te rends compte que les intérêts sont pas forcément alignés, que ton banquier te vend pas la meilleure chose et donc il faut essayer de le faire par toi-même. Et donc on a de plus en plus de particuliers qui vont chercher des solutions d'investissement avec des applications modernes, applications mobiles pour investir dans différents projets. Les néobanques te proposent très facilement d'investir en bourse ou dans des crypto-monnaies, mais il n'y avait aucune application qui le permettait sur de l'immobilier. Donc c'est là qu'on est venu répondre à un besoin de la part des utilisateurs. Écoute, c'est hyper clair. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai ma première vraie question, et c'est un des grands thèmes du podcast. Pour ceux qui le regardent souvent, ils savent qu'on a un kink presque sur les questions de distribution. C'est-à-dire de dire aujourd'hui, la force d'une boîte, c'est pas uniquement sa capacité technologique, parce qu'en fait, quelque part, on a un peu, à moins que tu fasses de l'IA très très deep, on a un peu, tu vois, moyenner le niveau d'accès à la techno. C'est pas forcément le capital, parce que quelque part aujourd'hui tu peux en trouver, tu as quand même un accès au capital qui est relativement faisable. C'est la distribution et la communauté. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à créer une communauté qui est aussi forte? Je le rappelle juste pour ceux qui ne sauraient pas, mais moi-même, avec Will, on a été partenaire et donc utilisateur quelque part de la solution de Cédric. Et tu as dit tout à l'heure que tu avais réussi à collecter des millions en quelques minutes. Des fois même, je me souviens d'un deal qu'on a fait ensemble, c'était en quelques secondes. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas le temps de rafraîchir que le truc était fini. Comment tu as réussi à agréger 600 000 personnes qui non seulement utilisent la solution, ok, ça c'est... Voilà, mais sont présents sur les deals quasiment à la seconde où ils sortent, alors que des fois c'est le samedi à midi, des fois c'est sur les horaires de boulot, enfin, vous organisez le truc de manière à ce que ça tombe plutôt bien, mais mine de rien, au moment où les deals sortent, dans l'heure, tu sais quasiment à chaque fois que tu as fait ta collecte. Comment Est-ce que tu peux nous donner quelques secrets sur comment tu as réussi à organiser cette une communauté avec autant de force, pas juste trouver des gens, mais les rendre aussi addicts et aussi proches de ton produit? Je complétais juste la question d'Alex. Est-ce que tu peux aussi nous dire le format de ta communauté? Est-ce que tous tes membres sont rassemblés sur une plateforme communautaire? Si oui, laquelle? Et comment vous l'engagez aussi? Ouais, mais la secret sauce de Brix, alors j'ai pas de mal à la donner dans la mesure où quand je la donne, elle est en même temps tellement logique et tellement simple et en même temps tellement compliquée à exécuter de manière parfaite que finalement c'est plutôt le mindset qu'on a et la façon dont on vit les choses qui font que ça marche. Mais en fait, il n'y a pas de secret particulier, c'est un ensemble de petits trucs mis bout à bout qui fonctionnent bien sur les collectes. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que on a déjà considéré qu'il fallait sortir de l'approche full financière parce que les gens ne pouvaient pas comprendre ça. Donc l'innovation, ça a été de dire déjà, on va vous permettre d'investir dans l'immobilier à partir de 10 euros. Donc déjà 10 euros, tu testes, tu nous fais pas confiance, c'est normal, tu nous connais pas, mais 10 euros, tu testes, tu vois le service derrière, et si ça te plaît, si tu vois qu'on est fiable, ok, tu vas réinvestir par la suite. Donc ça, c'était la première logique, et on a cassé les codes là par rapport à ça, parce que il y a encore 4 ans, c'était 1000 euros le montant minimum pour investir sur des projets. Ensuite, on a essayé d'enlever toute la dimension financière parce qu'on te disait il faut que tu investisses soit dans des contrats qui sont des contrats de prêt, des contrats d'obligation, des contrats avec des échéances qui étaient différentes. Non, ça, on l'a cassé. Effectivement, tu investis toujours dans des contrats de prêt ou des contrats d'obligation, mais tu investis dans des briques. Donc, tu achètes des briques de 10 euros qui ont la même particularité qui est de te reverser un revenu tous les mois. Donc, tu as un revenu qui est mensualisé. Donc, très rapidement, tu vois si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et ensuite, c'est une application mobile. Donc, c'est tous les codes des applications mobiles avec de la gamification. Tu peux investir sur différents projets, tu vas choper des badges, tu as des notifications. Pourquoi c'est si rapide, là, comme tu le précises, Alexandre? Parce que c'est simple, nous, toutes les collectes, elles se font à 12h30. À 12h30, même à 12h20, tu reçois une notification pour te dire attention, ne passe pas à côté de l'opportunité qui va sortir à 12h30. Et donc, tout le monde se connecte à 12h30 parce que sinon, tu passes à côté du deal dans la mesure où il y a une sorte de rareté où on a plus d'investisseurs que de deals. Voilà, donc ça crée le FOMO qui te pousse à investir, qui fait que le mec,
il est frustré de ne pas avoir investi sur les 5 derniers deals et donc il se reconnecte et il sait qu'il faut être à l'heure. Et ensuite, c'est du e-commerce. Euh, les gens qui pensent que la finance, aujourd'hui, en 2025, euh, c'est des decks de 50 pages qui vont être lus par les investisseurs. Ils ont pas compris le retail et le particulier non averti. Le particulier non averti, bien sûr qu'il faut le prévenir qu'il y a des risques partout et il faut lui mettre des disclaimers et des avertissements en gros, en rouge qui clignotent partout, mais ça reste du e-commerce. Et le e-com, c'est quoi? C'est tu bourrines sur des mails. Et donc, si tu t'inscris à Brix et que tu veux pas investir, tu vas vite te désinscrire parce que tu vas recevoir 10 mails par semaine qui vont, d'un, te faire monter en compétence parce que il y a pas mal de mails qui te forment et deux, qui vont t'avertir de toutes les opportunités qui arrivent. Donc, ce qu'on a compris, c'est que tu es tellement sollicité qu'il faut rester top of mind. Tu t'inscris sur VP, sur n'importe quel site de e-com, tu reçois un mail par jour. Bon, ben, nous, c'est ce qu'on fait. Tu prends un mail par jour pour te parler des opportunités, pour te parler de Brix, pour te parler de ce qui se passe. Et ça crée de la proximité. Donc, soit tu kiffes et tu ouvres nos mails régulièrement et on a un gros taux d'ouverture de mail avec un engagement, soit ça te saoule et tu te barres et c'est OK. Et ce qui fait que on est très polarisant. Il y a soit des personnes qui nous adorent et qui adorent la communication et le marketing de Brix, soit des personnes qui nous détestent. Pourquoi? Parce que bah, ça crée une vraie communauté. Soit tu es dedans, soit tu es à côté. Mais on plaît pas à tout le monde et on l'accepte. Donc c'est cette dynamique-là qu'on a réussi à créer et qui crée de l'engagement vis-à-vis de nos membres et de nos investisseurs. Et ça a été la formule gagnante parce que tu vas avoir comme toute formule qui fonctionne sur les réseaux sociaux, 7 mails où on te fait de la pédagogie et 3 mails commerciaux. Donc comme tu as un mix comme ça où tu as l'impression d'apprendre, nous on a des personnes qui nous remercient régulièrement de nous dire, en fait j'ai mis 100 euros, 200 euros chez vous, j'ai eu l'impression d'investir dans l'immobilier, sachant que je le rappelle, c'est pas un investissement dans de l'immobilier pur, hein, tu prêtes de l'argent à un opérateur qui fait la promotion immobilière et qui porte son projet immobilier. Mais comme j'ai mis 200 euros, ça m'a poussé à m'y intéresser, à essayer de comprendre comment fonctionnait l'immobilier. Et depuis, je me suis acheté un appartement à moins de 30 ans, ce que je pensais complètement irréalisable et ce que je n'aurais jamais fait si j'avais pas mis mes 200 euros chez vous. Donc, et moi, quand je reçois un message comme ça, c'est ma plus grande fierté parce que je me dis, la personne est venue, elle a mis 200 euros sur ma plateforme et elle se retrouve avec un patrimoine potentiellement d'un appartement qui, à terme, dans 20 ans, lui rapportera 100 000, 150 000 euros. Donc c'est génial. Écoute, c'est vrai que c'est des hyper belles histoires et qui permettent aussi de comprendre comment tu as solidifié cette communauté et comment tu l'as engagée. Je crois aussi, pour répondre un peu à la question de Luc entre les deux, que tu as un format soit Discord ou Slack, si je dis pas de bêtises, où les investisseurs peuvent se parler. Non, nous on a complètement coupé. On avait un Discord à une époque, mais on l'a enlevé parce que c'était très, très élitiste. En fait, on devait se retrouver avec 200, 500 membres qui utilisaient Discord. Par contre, on a un WhatsApp hein, où tu as à peu près 5000 membres qui sont connectés à notre WhatsApp. Ok. Donc là, c'est plus mainstream et ça permet des échanges plus facilités. Ce qui fonctionne bien, c'est qu'on a un live par mois aussi. Donc régulièrement, on fait des lives et on discute avec la communauté pour leur expliquer ce qui va arriver. Et ensuite, moi, ce que je tiens à rappeler, c'est que on a des membres qui ont moins de 30 ans en moyenne. Donc, c'est des gens qui viennent de rentrer dans la vie active et qui investissent des sommes qui restent assez modérées parce que la moyenne de nos investissements par membre, c'est 3 000 euros. Quand les plateformes concurrentes sont sur des moyennes de 55 000 euros par personne qui investissent. Et ça, moi, j'aime bien. Moi, je préfère me retrouver avec beaucoup de personnes qui mettent 3 000 euros en moyenne que certaines personnes qui mettent 55 000 euros. Pourquoi? Parce que elles vont répartir leur investissement. C'est à coût de 150 euros par projet. Donc, tu vois, quand tu as mis 3 000 euros, tu as investi sur une vingtaine de projets. Donc d'un, ça permet une belle diversification et faut toujours le rappeler dans l'investissement, la diversification, c'est ce qu'il y a de plus important pour bah, justement passer les périodes de troubles difficiles quand finalement tu as un projet ou deux qui font défaut. Et deux, ça permet de ne pas avoir de
saisonnalité ou de sensibilité à des événements qui sont des événements économiques ou géopolitiques. Euh, Moi, je me rappelle l'année dernière quand il y a eu euh, problématique à l'Assemblée nationale avec une dissolution de l'Assemblée. Bon, bah, toutes les autres plateformes avec du mal à collecter parce que justement les gros investisseurs ont tendance à lever le crayon et à se dire bon bah est-ce que c'est pas le moment de partir à l'étranger. La France là c'est compliqué la situation. Bon bah moi l'investisseur qui met 150 euros par projet il se pose pas ces questions-là. Même au mois d'août sur la plage il est avec son téléphone et il nous passe des investissements à 150 euros dans le projet. Et ça c'est la force du retail, c'est la force du grand nombre et du public. Euh, voilà, la foule a toujours raison. Je vois. Si je peux ajouter à la jeunesse de ta communauté, je donnais une conférence hier dans une école de commerce que je ne citerai pas, mais voilà. Je pense que un quart de l'audience investissait sur Brix. Voilà. Et alors ils étaient en cursus immobilier, donc j'entends qu'il y a peut-être comment dire, Il y a un petit un, biais quand même. il y avait un petit biais. Mais il y a d'autres plateformes, tu vois, potentiellement, ils n'étaient pas forcés d'être tous sur Brix. Bah, tous ceux qui étaient jeunes, hein, du coup, je pense que le plus vieux devait avoir 25 ans, je ne vais pas poser la question, mais un truc dans ce goût-là, ils étaient sur Brix, ce qui m'a beaucoup fait marrer. Et ils avaient justement cette impression de communauté, parce que eux, dans leurs études, ils en discutent entre eux, dans la classe, du coup, à l'échelle de la classe. Ils disaient, ah, t'as regardé, il y a le nouveau truc, machin. Et donc, en fait, il y avait ce côté très communautaire, et d'où ma question d'avant sur le Discord et ainsi de suite. C'est parce que je pensais qu'il y avait ça, parce que eux avaient une vraie discussion. Euh, J'ai une autre question. On a eu une discussion, je pense que c'était il y a à peu près entre 6 mois et 1 an, où tu m'avais dit que tu étudiais beaucoup des projets qui passaient toi-même. Donc tu travailles énormément. Toute personne qui a passé un peu de temps avec toi, je pense, le sait et le voit bien. Et est-ce que tu as commencé à utiliser des formes d'IA pour te faire gagner du temps là-dessus? Et est-ce que tu utilises l'IA pour l'étude des projets ou l'amélioration des process? Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, quand il y a un projet qui va sur Brix, il est étudié en amont. Brix, évidemment, ne propose pas n'importe quoi. Donc il y a toute une étude du projet, une étude du porteur, une étude du marché, des prises de garantie. Enfin, je passe les détails pour les néophytes, mais en gros, c'est extrêmement sérieux. Donc c'est évidemment extrêmement chronophage. Est-ce que là-dessus, tu utilises la tech pour t'aider, gagner du temps? Et si oui, comment? Nous, on utilise la tech depuis le début, mais là, ça devient assez ouf ce que permet de faire l'IA. Et d'ailleurs, moi, ça me bluffe tous les jours. On repasse des projets qu'on avait reçus il y a 1 an, 2 ans dans l'IA, et l'IA nous sort des trucs qu'on n'avait pas vus. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu reçois des compromis de vente qui font jusqu'à 200 pages, t'as beau te taper les 200 pages, tu peux être faillible et tu peux passer à côté de ah bah ce truc-là, il y a un problème structurel à ce niveau-là, et donc je vais devoir demander tel document, tel document, tel document. Et ça, c'est un projet où tu as une personne qui est de bonne foi et qui essaye pas de t'escroquer. On est quand même une plateforme sur laquelle tu peux avoir des financements, et régulièrement, on a des tentatives d'escroquerie, des fraudeurs qui nous font des faux documents. L'IA te détecte si c'est un faux document ou pas. C'est qu'elle va regarder très facilement la structure du document, les métadonnées du document. Nous, on le fait, mais quand on le faisait à la main, c'est chronophage. Donc, ce que l'IA nous fait en analyse en 15 minutes, ça nous prenait 5 heures d'analyse pour un projet. Et quand on reçoit 400 projets par mois, parce que c'est à peu près ce qu'on reçoit, alors on les analyse pas tous parce qu'il y en a qui ne méritent pas d'être analysés, qu'on dégage tout de suite, mais ça nous fait gagner un temps pas possible. Et au-delà du temps gagné, certaines personnes pourraient penser qu'avec l'IA, c'est moins fiable, etc. Ça va. Alors moi l'IA dont je parle, c'est pas un chat GPT. Si ceux qui utilisent l'IA, ils voient que ChatGPT, la problématique, c'est que euh, tu la payes en one shot, donc tu la payes une fois, tout dépend l'abonnement. Et ensuite, tu peux l'utiliser de manière illimitée. Et donc, comme tu peux l'utiliser de manière illimitée et que ça coûte très cher derrière en ressources pour les développeurs, notamment OpenAI qui développe ChatGPT, bah, ils ont tendance
à te donner des résultats qui sont des résultats qui sont synthétisés, qui sont pas complets. Pourquoi le ChatGPT te dit souvent si j'ai fait l'analyse et en fait quand tu pousses il dit ah non excusez-moi en effet je l'avais pas fait. Mais pourquoi? Parce que tu payes pas au token. Donc quand tu payes au token et que tu payes à l'utilisation, là tu es illimité. Donc nous on a des agents IA qu'on a développés en interne. Une analyse ça nous coûte entre 30 et 50 euros. Et là on a ce qu'on veut et à chaque fois avant de passer en comité d'investissement on se retrouve avec un document de 50 pages qui nous a fait toute l'analyse documentaire, l'analyse du porteur de projet, toute la détection sur Internet de ces... Alors, ça, c'est piloté par 3 personnes, dont moi en interne, plus 2 autres analystes qui bossent avec moi, qui sont Arnaud et Franck. Mais l'IA nous fait gagner un temps pas possible. Et moi, ma volonté, en fait, quand tu bosses dans la finance, il y a tellement de conflits d'intérêts, il y a tellement de biais de relationnels qui existent avec les apporteurs d'affaires qui te renvoient des dossiers, avec les porteurs de projets. Tu le connais, il t'explique des choses, mais c'est pas forcément prouvé documentairement. Que, en fait, les biais et les erreurs, mais sans mauvaises intentions, hein, sont très très importants quand tu mets de l'humain derrière de l'analyse de dossier. Donc, il ne faut pas qu'on ait des personnes qui soient sur toute la chaîne d'analyse chez nous en interne si on veut avoir les meilleurs comportements. Et donc c'est la raison pour laquelle notre analyse qui demande de recueillir tous les documents, de faire la première analyse, de faire la compilation du document de préanalyse qui va passer en comité, le comité, etc. Tout ça, on essaye de le découper en micro-étapes et de voir comment on arrive à mettre de l'IA en automatique sur toute cette chaîne-là. Et le financement participatif, ce qui est dommage, c'est qu'on a une réglementation qui est moins drastique que la réglementation bancaire. Comment fonctionne la réglementation bancaire? Elle a des normes qui sont les normes comptables IFRS 9 qui t'obligent, en fonction de tes potentiels dossiers qui peuvent aller en défaut, d'avoir des nécessités d'injection de capital pour provisionner le risque. Et donc, tout repose sur le risque qui est géré au niveau des banques sur des potentiels prêts qui seraient défaillants. Et donc, ils ont des normes qui sont assez strictes pour classifier la probabilité de défaut d'un projet, ta capacité à récupérer le cash quand un projet va en défaut, etc., etc. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est avoir l'IA qui va nous permettre d'avoir le même niveau de sécurisation et surtout de classification d'un dossier et de scoring du dossier, parce qu'en fait, ce qui importe, c'est le scoring et la probabilité de défaut, qu'une banque, et surtout d'arriver à faire ça en automatique. Moi, mon rêve, c'est d'avoir la capacité, pour des dossiers, par exemple, qui font moins de 500 000 euros en financement, de les passer en full automatique sur ma plateforme. Donc, full IA, et c'est l'IA qui a pris la décision. Parce que je considère que ça sera plus pertinent qu'un humain. Et surtout, ça va aussi nous permettre d'avoir une logique qui va être une logique internationale. Aujourd'hui, je ne peux pas aller en Allemagne parce que si je veux étudier des dossiers en Allemagne, il faut que je comprenne le marché, il faut que je comprenne les documents en allemand, il faut que l'IA, elle fait fi de tout ça. Elle est capable en 5 minutes de connaître le marché, d'avoir toutes les datas marché, de te traduire tous les documents et de savoir toutes les législations et comment ça fonctionne en Allemagne pour faire un financement en Allemagne. Donc en fait, tu peux tout de suite devenir international en tant que prêteur et ça, c'est incroyable. Et ensuite, moi, ce que je veux, c'est, on parlait de la foule et de la sagesse de la foule, c'est d'être capable de quand même rajouter un modérateur à l'IA qui va être cette communauté. Quand tu as une communauté de 600 000 investisseurs et demain potentiellement de 6 millions, tu as plein de signaux faibles. Moi, je suis à côté, je suis voisin de ce projet qui est en financement. Je sais que ce qui a été dit, c'est pas vrai, ou c'est à modérer, ou attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, tu peux avoir des personnes en local qui peuvent aller directement sur le sujet et aller voir le projet. Tu peux avoir des personnes qui ont déjà été confrontées à cet opérateur qui vient se faire financer. Nous, le nombre de fois où ça nous est arrivé que des
informations qui n'étaient pas accessibles sur Internet nous soient quand même remontées par des potentiels investisseurs sur notre plateforme parce qu'en fait, elles sont investisseurs sur une autre plateforme et que ça s'est mal passé avec ce porteur de projet-là sur une autre plateforme, bah, elles nous le disent. Attention, vous êtes en train de financer quelqu'un, ça apparaît nulle part, mais moi, je peux vous dire qu'on a déjà eu une problématique avec ce porteur de projet. Et donc, avoir accès à l'intégralité de cette intelligence avec les informations du web accessibles, plus notre communauté où là tu as des informations qui ne sont pas accessibles, bon ben t'as une machine qui est pas infaillible, tu auras toujours du défaut, mais ça réduit complètement la casse. Alors, tu viens de me faire une super passe décisive pour ma question suivante, qui était, maintenant que tu as construit tout ça et tu t'as déjà donné un peu du futur, mais jusqu'où tu veux aller? C'est quoi ton ambition là, on va dire dans les 3 à 5 prochaines années, ou dans le même plus rapidement que ça, s'il faut, pour la plateforme? Parce que tu as déjà 600 000 personnes, tu as parlé de 6 millions. Ça fait 10% des Français, un tout petit peu moins, mais c'est pas mal du tout. Du coup, c'est quoi tes idées? L'international, c'est tout automatisé, enfin, vers où tu veux te diriger? Ouais, la problématique des plateformes de financement participatif, c'est qu'elles n'étaient pas scalables. Donc, pour ceux qui connaissent la terminologie et les startups, scalable, ça veut dire que tu peux passer à l'échelle. Et donc, si tu as la base et la techno, tu peux faire 20 millions de financement, comme potentiellement tu peux en faire 2 milliards par an, par an ou par mois, tu vois. Un Airbnb, que tu mettes 10 propriétés ou 10 millions de propriétés, c'est la même chose. Les propriétés, c'était tout en automatique, elles se financent, pardon, tu peux les répertorier toi chez toi la nuit, que tu sois à Bali ou en Mongolie ou où tu veux. Tu vois, Airbnb ne prend pas la main pour gérer ça. Nous, la problématique jusqu'à présent, c'est que ça, c'est pas possible. On est quand même, même si on n'est pas garant, c'est nous qui faisons l'analyse de tous les projets et donc tu es limité par ta capacité d'analyse et par ta capacité aussi de traitement back-office de toutes les problématiques qui interviennent sur tous les défauts. Dès que tu as un projet qui ne paye pas ses intérêts, bon, bah, immédiatement, tu repasses par du back-office et de la gestion très manuelle. Et donc, ce qui fait que quand tu regardes nos concurrents, hein, qui sont plutôt traditionnels par rapport à ce qu'on fait, ils se retrouvent avec 10-15 analystes pour gérer des dossiers dès que ça grossit, et ils se retrouvent avec 20 personnes qui font que du back-office toute la journée. Et donc, euh, tu as 100-150 personnes à la fin pour doubler, tripler tes volumes. Moi, c'est pas du tout un truc qui me fait kiffer. Tu vois, tu te retrouves à être un people business. Donc, c'est que plus tu grossis, plus tu dois avoir des gens derrière avec une corrélation entre ton nombre d'employés et ton chiffre d'affaires. Ça scale pas, c'est pas de la tech pour moi. Donc, pour arriver à faire ça, et donc jusqu'à présent, les plateformes de crowdfunding ne pouvaient pas être scalables. Elles pouvaient avoir des tailles importantes, financer 100 millions, 200 millions, 300 millions par an, mais tu n'en avais aucune qui était en capacité d'aller financer 3 milliards, 5 milliards à l'année. Maintenant qu'on a de l'IA, et maintenant qu'on s'est dit ça, moi, mon objectif, là aujourd'hui, c'est de dire que tant que j'ai pas complètement automatisé l'intégralité du process pour que ça tourne en automatique, je ne cherche pas à grossir. Et je fais 20 millions par mois, on peut pas faire plus. On peut pas faire plus à taille d'équipe là aujourd'hui. Et mon job, c'est pas de me dire que je ferai 30 millions l'année prochaine. Mon job, c'est me dire comment je passe de 20 millions à 200 millions par mois. Et quand tu te mets ce niveau d'objectif, tu te rends bien compte que c'est pas en faisant x10 sur tes effectifs, ça va pas fonctionner. Donc, ça veut dire que tu prends tous tes process, tu les découpes et tu les automatises. Et donc, c'est la logique dans laquelle on est. Euh, tu vois, je ne sais pas si vous connaissez Cursor, mais Cursor, c'est un outil qui te permet de builder des SaaS en l'espace d'une semaine, un mois, très rapidement. Bon, ben, on a fait un SaaS, nous, en interne, pour toute la gestion des défauts. Ce qui fait que, en fait, on arrête d'avoir des règles qui sont indépendantes d'un opérateur à l'autre. On a un contrat obligataire qui dit, avec des délais très stricts, qu'est-ce qui se passe à chaque fois que tu es en défaut. Bon, bah, tout est géré par l'outil. J'ai un défaut, courrier recommandé en automatique, avocat en automatique, et tu rentres dans une procédure où en fait tout est géré en automatique. Alors, tu n'as pas d'espace au cas particulier, mais c'est la logique, c'est un contrat, je suis là pour faire appliquer le contrat, ça déroule, et en fait tu te retrouves dans des statistiques.
C'est que moi, je suis en train de dire à mes investisseurs, oui, on aura de la casse. Si vous investissez dans 200 projets, vous en aurez 3, 4, 5 qui seront en casse, mais sur les 200, ça pèse rien. Et au lieu d'avoir un rendement qui sera à 10,5, vous serez à 9,5 de rendement. Et 9,5 de rendement par rapport au livret A à 1,7, c'est exceptionnel. Donc on va rentrer dans une approche qui est statistique et qui est complètement automatisée. Et il n'y a plus d'humain qui rentre là-dedans. Et donc, comment on fait pour arriver à faire ça? Bah, ça veut dire que tu automatises tes analyses. En dessous de 500 000 euros, ça passe en auto. Décision automatique. Tu automatises toute ta relation avec le notaire. Tu automatises toute ta relation de gestion des défauts. Et une fois que tu as fait ça, tu peux scaler dans n'importe quel pays. Et donc, là, c'est vraiment là-dessus que nos équipes sont. Et on a la moitié de l'équipe, moi, c'est de la tech chez moi, hein. J'ai la moitié de mes équipes qui sont des éthiques. On a sur 15 personnes, là, on se retrouve avec quasiment, même plus, on se retrouve quasiment avec 10% qui sont de la, 10 sur 15 qui sont de la tech. Euh, et l'objectif, c'est d'arriver à ça. Et donc, une fois que tu as cette logique-là, bah, en fait, tu fais un saut quantique et tu passes de 20 millions de financement par mois à 200 millions. Et là, pour moi, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que tu remplaces complètement le business de la banque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme on n'a pas ça, bah, je suis obligé, moi, d'avoir des coûts de facturation de mes services qui sont élevés, vu qu'il y a du people derrière qui le gère. Comme on n'a pas une multitude de projets et qu'on n'a pas tout automatisé, bah, vis-à-vis des investisseurs, pour les attirer, je leur propose quand même des taux assez hauts. Euh, Moi, mon rêve, mon objectif par rapport à ça, c'est de se dire qu'à un moment donné, au lieu d'offrir du 10% par an, bah, tu vas offrir du 6, 7, mais en fait, tout sera tellement lean et facile que ça sera normal et en fait, tu mettras ton argent et t'accepteras. En fait, comme il n'y aura plus de défauts et que on aura un historique suffisamment important, bah, tout l'argent que tu as aujourd'hui sur ton livret A où tu te dis il me le faut accessible et je vais pas mettre mon argent sur des trucs à risque sur du crowdfunding, là il y aura plus de sujet là-dessus. Donc tu reviens dans une classe d'actifs qui est complètement autre, qui était que le crowdfunding jusqu'à présent c'est risqué. Maintenant on a mis un pricing, on a mis des stats, on a mis des grands chiffres. Donc, comme c'est dérisqué, je peux accepter d'avoir des rentabilités assises. Comme je peux avoir des rentabilités assises, j'ouvre à un plus grand nombre d'opérateurs qui acceptent de ne plus passer par la banque, mais qui acceptent de passer par les particuliers. Et tu réinventes complètement le modèle de la banque. Euh, Sauf que tu fais péter un intermédiaire qui était que jusqu'à présent, la banque, elle prend des dépôts, elle est prête, c'est elle la contrepartie qui porte le risque. Bon, bah là, comme tu as complètement effacé le risque, il n'y a plus besoin de cette contrepartie au milieu. Et donc, tu peux arrêter de mettre ton argent sur du livret A et le mettre directement sur une plateforme comme la nôtre et tu viens complètement disrupter le métier bancaire. Je te dis ça, là, ça paraît assez simple, hein, mais c'est un objectif à 5 ans, à 10 ans qu'on a chez Brix. En tout cas, Et ce qui est l'objectif intéressant, ouais, est hyper excitant. c'est hyper excitant et c'est possible uniquement parce que le momentum est bon et que l'IA aujourd'hui te permet d'entrevoir ça. Il y a 5 ans, je t'aurais pas tenu le même discours. C'était impossible de faire un modèle comme ça. Et du coup, moi, j'ai une question qui vient là-dessus, qui va être la partie tech, euh, orga, process, machin, entièrement compréhensible et je suis totalement d'accord avec toi. Et alors, je vais te poser forcément la question qui fâche, entre guillemets, mais c'est en termes de régule, à quoi tu es soumis et comment on va gérer ça? Parce qu'aujourd'hui, les banques, elles ont une régulation délirante quand même, enfin, tout ce qu'elles ont à respecter. Et l'État sur les plateformes de crowdfunding se met entre guillemets entre les banques, les plateformes et tout n'est pas très clair. Tu as quand même des régulations à respecter. Je crois que tu as une limite par projet de 5 millions, si je dis pas de bêtises. Ce qui te bloque mécaniquement une partie du marché parce qu'il y a des gros projets et ainsi de suite. Comment tu penses que tout ça va évoluer? Comme dans toutes les industries, hein, tu vas avoir euh, winners takes all, c'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui apportera le plus de qualité, le plus de sécurité aux investisseurs et celui qui aura les intérêts les plus alignés avec les investisseurs va capturer le marché. Et comme tu l'as eu dans n'importe quelle industrie, le marché va se partager avec un gros acteur qui aura 80% du marché et d'autres petits acteurs qui auront les miettes. Alors c'est vrai sans être complètement vrai. Si tu regardes le marché
le marché bancaire, il n'y a pas une banque qui a tout capté. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette concurrence de banques qui sont capables d'accepter ou non de t'octroyer des financements bancaires, et donc tu es toujours souvent multi-bancarisé. Donc, autant les investisseurs, eux, n'ont pas besoin d'aller sur 10 plateformes différentes, autant les porteurs de projets qui ont besoin des financements, mais c'est déjà ce qu'ils font, hein, quand ils ne sont pas acceptés chez un tel, ils vont chez l'autre, tu vois. Donc, mais quand même, à un moment donné, il va y avoir un ou deux gros qui vont émerger, hein, c'est ce qu'on essaye, nous, de faire. Et ça va être d'autant plus positif pour le marché que euh, aujourd'hui, moi, tu vois, ce que j'ai vu jusqu'à présent, ça a été des acteurs financiers qui se sont positionnés sur le crowdfunding, donc des gens avec une casquette très financière qui prenaient de l'argent, hein, parce que c'est une activité à partir d'une certaine taille qui est assez profitable, le financement participatif pour les entreprises, tant que tout se passe bien sur les projets. Là, on voit qu'il y a des difficultés au niveau de projets immobiliers de par le contexte immobilier qui a été complexe. Euh, et c'est dur à gérer parce que si tu n'as pas cette dynamique très techno, ça ne fonctionne pas. Et donc, moi j'espère, là pour le moment, Brix est de loin l'acteur le plus technophile. Mais en France, mais même à l'étranger. À l'étranger, j'arrive pas à trouver des plateformes de financement participatives qui m'inspirent. Même aux États-Unis, je crois qu'on a une meilleure tech que le leader américain. Et donc, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est des techs qui arrivent et qui décident de bouleverser ce marché et de prendre ces initiatives-là. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on veut faire et sans mettre que de la tech. Mais pour répondre à ta question, d'un point de vue réglementaire, ce qui manque effectivement, c'est une sorte d'alignement des intérêts à mon sens. Et tu vois, les banques, euh, si elles font des conneries sur l'octroi de crédit, c'est elles qui portent le risque. Donc il y a des injections de capital de capitaux qui sont demandées aux actionnaires. Et donc c'est elles qui portent les conneries qui sont faites. Euh, c'est pas le cas au niveau des plateformes de financement participatif. Euh, donc il y a des actions collectives qui peuvent être prises par les investisseurs, mais ça prend du temps, c'est long. Il pourrait peut-être y avoir en tout cas une demande de la part des autorités des marchés financiers que les plateformes de crowdfunding aient plus de capital. Parce que là, avec 400 000 euros, tu peux être crowdfunder. C'est peu, hein, comparé aux 15 millions d'euros qu'il te faut quand tu veux lancer une banque. Euh, la régulation est effectivement moins stricte que quand tu es banque. Et tu n'es pas skin in the game. Donc, si tu vois, la plateforme doit supporter 5%, 10% d'indemnité aux investisseurs quand ça se passe mal, bon, bah là, tu te poses deux fois la question quand tu décides de financer un projet. Tout à fait, ce qui est complètement normal. Euh, T'avais une question, Luc? Moi, j'avais des questions sur les chiffres un peu. Tu as parlé de 600 000 personnes au sein de la communauté. J'ai cru voir que vous aviez levé 20 millions en 2022. C'est ça? Ouais, ça s'est réduit à 13 millions finalement le montant total. Ok. À l'époque, on a levé 20 millions d'euros et l'autorité des marchés financiers nous a demandé d'en rembourser 7. Donc ça se voit peu. Mais on a dû rembourser Pourquoi? 7 millions. Pourquoi? Parce que en France, tu n'as pas le droit de collecter auprès des particuliers plus de 8 millions d'euros par an Ok. par société. Sauf si les montants par investisseur dépassent les 100 000 euros, parce que là, on considère qu'un mec qui est capable d'investir 100 000 euros, il sait ce qu'il fait, il n'est pas considéré comme un petit investisseur. Donc, sur les 20 millions, on avait 5 millions d'euros qui dépassaient ce statut de 100 000 euros par investisseur. Donc ça, il sortait de l'équation. Et donc, il nous restait 15 millions d'euros de personnes qui étaient considérées comme des petits investisseurs. Et donc l'autorité des marchés financiers nous a dit, bah, vous n'avez pas le droit de dépasser les 8 par an par société, donc vous devez en rembourser 7. Donc on a fini sur une augmentation de capital avec notre communauté à 13 millions. Ok, très clair. Et vous avez aussi levé des fonds auprès d'investisseurs professionnels ou pas? Des instituts, des Non, VC, genre de choses? Zéro, ok. non. Vous êtes valorisé combien aujourd'hui? 115 millions sur la dernière 115 valo là. millions. Ok, Ouais. ok, ok. Et je crois Et que vous avez. non, je prends juste parce que
t'as une histoire. On parle aussi beaucoup de VC ici. Je crois que dans Légende, t'avais raconté une histoire où t'as eu une histoire perso avec les VC sur ton ancienne boîte qui s'est pas forcément super bien passée. Et c'était un de tes choix stratégiques de dire je ne prendrai plus d'argent des VC et des invests, on va dire, classiques, ou, euh, ou ça s'est fait comme ça, parce que comme tu avais une énorme communauté, bah, autant pas s'embêter. Mais ou est-ce que c'était vraiment réfléchi dès le départ en disant non, je prendrai plus d'argent VC, je veux me construire en communauté et y aller comme ça. Ouais, ben, je le raconte souvent, hein. Moi, j'ai fait une belle boîte dans la pharmacie en ligne, dans laquelle j'ai fait rentrer des investisseurs qui ont investi des sommes d'argent importantes parce qu'ils avaient mis quasiment 10 millions d'euros au capital de la boîte. Mais sauf que c'était des investisseurs qui, pour moi, n'étaient pas pro-entrepreneurs. Et dès le début, en fait, il n'y avait pas de fit humain. Donc, dès le début, ça s'est très, très mal passé sur la relation. Et moi, de par mon jeune âge à l'époque, ce que j'ai pas compris, c'est que à un certain moment, tu sais, on te dit toujours ne lâche jamais 51% du capital de ta boîte, sinon tu n'es plus chez toi. Voilà, c'est une réalité. C'est qu'à partir du moment où tu lâches 51%, bah, tu deviens salarié d'actionnaire qui décide de la stratégie. Et moi, j'en avais pas conscience. Donc en fait, c'était ma boîte, je l'avais construit, on faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était forcément moi qui devait prendre les décisions stratégiques et j'avais la vision, donc je savais dans la direction vers laquelle je voulais avoir, mais eux, ils avaient leur propre calendrier. Et donc, moi, il me restait moins de 10% du capital de la boîte à cette époque-là. Et à mes dépens, bah, je l'ai compris, hein, parce qu'ils ont décidé de monter, en fait, de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Et une semaine plus tard, j'étais révoqué. Et j'avais plus du tout le droit de rentrer dans les bureaux parce que je me retrouvais juste actionnaire minoritaire avec 8% du capital de la boîte. Donc moi, ça a été dur à vivre parce que à l'issue de ça, ils ont revendu la boîte pile le montant que eux avaient investi au capital. Donc, et grâce à une clause de liquidité préférentielle, ils ont récupéré leur argent et moi, je me suis retrouvé, alors que j'avais passé 7 ans acharné à travailler jour, nuit, week-end dans la boîte avec 40 000 euros d'indemnité sur une. Alors que 6 mois plus tôt, Putain, mes actions, elles en valaient 2 millions, quoi. quel enfer. Donc ouais, très très violent. Mais tu vois, moi, j'ai payé. Finalement, ces 2 millions d'euros, ça a été mon apprentissage et ça a été mon diplôme de grande école. Euh, donc il faut toujours se dire que tout arrive pour une raison. Et effectivement, très violent comme apprentissage, mais quand j'ai décidé de repartir dans cette aventure startup, même s'il m'a fallu quelques années pour arriver à me reconstruire de cette expérience-là, quand j'ai décidé de repartir là-dedans, je me suis dit, bon, euh, on va quand même aller discuter avec des fonds d'investissement. J'ai fait le taf d'aller voir quand même une vingtaine de fonds d'investissement. Et à la fin, je me suis dit, putain, mais je les trouve pas forcément bons. Surtout, les Français, je les trouve nuls à chier, pour le dire très cru. Tu vois, c'est très très petit dans l'approche de comment je dérisque, alors que finalement, quand tu sais que tu investis en startup, tu sais que tu prends des risques. Donc, dis-toi plutôt comment je fais pour t'aider à faire rapidement 100, 150, 200, 300 millions, 1 milliard de valo. Donc ça, c'était plutôt l'approche américaine, moi, qui me plaisait. Euh, mais on était, moi, quand j'ai commencé à discuter avec les fonds d'investissement, on était en 2021-2022, où c'était vraiment des grosses valorisations et l'âge d'or des levées. Les mecs, ils étaient juste là pour te mettre du cash et ils s'en foutaient de t'accompagner dans le business. Et je me suis dit, bah, en fait, si c'est juste pour avoir de l'argent et si j'ai pas un accompagnement de gars qui vont me permettre d'aller aux US, qui vont me permettre de développer, peu importe la façon, autant que je fasse avec ma communauté, parce que ma communauté peut déjà m'apporter du cash, mais en plus, ils vont servir d'ambassadeurs, ils vont servir de cheval blanc évangélisateur du truc, et ça sera positif. Donc on a quand même Et, discuté avec des fonds d'investissement, mais on n'a pas vu à ce moment-là la valeur qu'ils pouvaient apporter au-delà du cash. Et c'était pas des et du montants coup, importants, tu vois, dans le sens où un fonds qui te met 100 millions, 150 millions, tu comprends, c'est pas ta communauté qui va mettre ces montants-là. Mais quand c'est ta première série, un tour de série A, entre 5 et 10 millions, si tu as une bonne communauté, bah, tu peux quand même passer par eux. et du coup, t'as lâché combien de pourcentage de ta boîte auprès de ta communauté? Alors,
moi, je voulais pas refaire la même erreur qui a été de dire je perds trop. Pourquoi? Parce que c'est pas un coup. J'ai pas envie de revendre dans 2 ans, dans 3 ans. Moi, je m'y vois sur les 10 prochaines années parce que je vois vraiment que sur la finance, quand tu arrives avec de la tech et quand tu arrives avec ce côté très retail, tu peux construire un gros truc. Donc, tu vois, je... et donc, moi, ma volonté, c'était de me diluer le moins. Et donc, on a fait quelque chose avec les investisseurs qui a été une mécanique de bons de souscription bon, BSAR, donc j'ai plus exactement tout l'acronyme, C'est bon de bon de souscription souscription avec en d'accord action. d'investissement, accord investissement rapide. Ouais, exactement. Non, BSAR, c'est bon de souscription en action, BSA et R avec accord d'investissement rapide. Voilà, c'est ça l'acronyme, qui dit que quand tu investis et quand tu mets l'argent, on ne connaît pas encore la valorisation au moment de l'investissement. Par contre, tu auras une décote au moment du prochain tour ou au moment où il y aura une valorisation qui sera effectuée. Et donc 2 ans plus tard, il y a eu une conversion et donc la boîte a été valorisée à ce moment-là par un expert français qui s'appelle Odéris et qui fait quasiment toutes les valos sérieuses des startups françaises. Donc eux, ils ont valorisé 115 millions par rapport au chiffre d'affaires et par rapport aux résultats de la boîte. Et il y a eu une décote, donc les investisseurs sont rentrés sur 80 millions d'euros de valo, alors que la boîte en vaut 115. Et ce qui fait que moi, je me retrouve avec à peu près 80% là, de la société. C'est quand même Félicitations. hyper inspirant pour, ouais, pour tous les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, qui se lancent et dont c'est potentiellement les premiers tours. Je trouve que ton expérience est juste parfaite parce que, enfin, t'as vécu les deux côtés de la pièce, c'est-à-dire un côté où t'as réussi à te construire quelque chose qui à la fois est de la smart money puisque les mecs te défendent, comme tu l'as dit, évangélisent le produit et machin, et puis tu t'es relativement peu dilué. Et de l'autre côté, Mm. entre guillemets, désolé, hein, mais tu as vécu un peu l'enfer et le pire de ce qui peut se passer dans ce monde-là, et qui était quand même plus monnaie courante avant, j'ai l'impression, enfin, à ton époque, que ce qu'on a vu post-Covid. Mais je trouve que ton expérience est vraiment enrichissante pour ceux qui sont en train de se monter là et qui se disent comment je me finance et comment j'envisage la suite, quoi. D'autant plus qu'avant, ta communauté, elle devait pas être aussi grosse, elle devait pas être de 600 000 personnes. T'as réussi à financer ça sur combien de personnes, en fait, quand t'as fait ces 13 millions? Oui, moi, quand on a fait la collecte, il y avait 60 000 investisseurs, donc 10 fois moins. Mais en tout cas, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, il y a 2 anecdotes qui sont intéressantes. Et effectivement, moi, j'ai été complètement trauma de ma première expérience. En fait, je me suis dit, putain, les fonds d'investissement, c'est que des requins. Et je les mettais tous dans le même panier. Je me suis dit, plus jamais je rebosserai avec eux. Et si tu veux, mon point, c'était de dire, ok, je vais remonter une boîte, comment je fais pour me diluer le moins? Et c'était au même moment où Airbnb annonçait son introduction en bourse et il y avait quelque chose qui m'avait choqué. C'est que quand eux ont fait leur première levée en 2010 avec le Y Combinator, parce qu'ils sortaient du Y Combinator à San Francisco, le YC a mis 600 000 dollars et a pris 40% du capital. Et ces 600 000 dollars se sont transformés en 15 milliards sur l'introduction boursière. Et je me suis dit, waouh, les gars, s'ils avaient eu au lancement uniquement 600 000 dollars pour ne pas se diluer de ces 40%, ils s'économisaient 15 milliards sur l'intro boursière. Donc c'était assez criant et donc je me suis dit, en fait, ce qui fait le plus mal à un entrepreneur, c'est vraiment ce premier tour de seed quand tu arrives et que tu n'as que un deck et que tu n'as rien du tout. Donc comment je fais pour déjà passer cette étape-là et avoir déjà une preuve de concept avec un site qui tourne, avec des revenus, avec... si tu veux, quand on fait la levée de fonds, on fait 5 millions de chiffre d'affaires l'année de la levée. Donc en fait, ça justifie quand même que tu intéresses des personnes et que tu as montré que ça fonctionnait. Ouais. Et donc, moi, j'ai fait une dinguerie. C'est que pendant 4 ans, suite à ma première expérience qui n'a pas fonctionné, j'ai fait de l'immobilier. J'ai gagné, pour simplifier, 300 000 euros. Et quand j'ai eu cette idée Brix, j'ai pris mes 300 000 euros, j'ai dit à ma compagne de l'époque, écoute, j'ai une super idée, je remets all-in mes 300 000 euros là que j'ai gagnés pendant 4 ans sur mon projet. Et elle m'a dit, mais t'es taré. Et toute ma famille à ce moment-là m'a dit, mais t'es taré. Ça... Toi, tu m'expliques que tu mets 4 ans pour trimer, pour gagner 300 000 euros, et là, tu remets all-in sur un projet. Et j'ai dit, bah oui, c'est le projet, c'est qui est aligné avec qui je suis, avec ma mission de vie. J'y crois tellement que justement,
je veux être indépendant, je veux pas reconnaître ce qui m'est arrivé par le passé, j'y vais. Donc, et ça m'a permis justement de construire la première version du site, d'avoir des premiers clients, d'être rentable et de faire cette levée qui nous a amené où on est. Voilà. Et donc, effectivement, il y avait 60 000 investisseurs. On a quand même levé une somme très, très importante et en plus très rapidement parce que ça s'est fait en 10 jours. Mais parce qu'on avait déjà montré que ça fonctionnait, il y avait un product market fit, il y avait un chiffre d'affaires important, il y avait plein de choses, quoi. Écoute, c'est très très clair. Et, et surtout, ce qui Vas-y. fait la diff, c'est que les gens voient que, tu vois, moi j'ai fait zéro cash out. Donc j'ai une valo qui est fictive là, c'est du papier. Donc moi je suis multimillionnaire, mais en papier, j'ai rien sorti. Et au Ah contraire, bah, je vais te dire, attends que la so- l'attaque Zuckman arrive, ça va changer des choses là. ouais, ouais, c'est bon, j'ai pas, je sais pas comment on va le gérer, mais j'ai pas hâte. Euh, et tu vois, j'ai même fait un truc fou, c'est que en début d'année, la société a racheté certains actionnaires qui voulaient sortir. Donc, en plus de pas faire du cash out, moi je me dis, bah, j'y crois tellement que dès que la société a un peu de cash, vous voulez sortir, vous acceptez une décote de liquidité, allez, on vous rachète. Donc c'est bien, ça relue tout le monde, mais ça montre que, tu vois, donc je vais pas citer de nom, mais quand je vois des soi-disant entrepreneurs qui te vendent du conseil et qui te disent que tu vas devenir millionnaire facilement et réussir et qui font des cash-out de fous furieux, tu peux pas avoir cette dissonance de dire dans 4 ans je suis milliardaire et en même temps tu revends 30% de tes actions de ta société. Il y a un truc qui va pas, moi je comprends pas. Est-ce que ça Eh, commence par, tu- par A, la personne en question là? on veut pas rentrer dans les combats là, c'est déjà le bordel actuellement. Ah non, au contraire, on veut du sang. Non mais c'est ça. Et donc il faut... les deux existent en fait. Tu peux dire, moi je veux être milliardaire et je vais me défoncer et en fait suivez-moi. Et comme tu peux dire, bah, moi en fait je veux me dérisquer tout en faisant une belle boîte. Mais à un moment donné, j'ai tellement trimé que je veux me dérisquer, tu vois. Et ça, je l'entends. Voilà. C'est juste, euh, moi j'aime bien la- être, tu vois, sticker, donc être dans ton schéma, mais t'y tenir. Et je pense que c'est ce qui, les investisseurs de BRICS, c'est ce qu'ils apprécient sur le discours et la vision qu'on a, qui est de dire, bah, tant qu'on n'a pas fait une boîte qui va être énorme et qui va vous emmener jusqu'à Mars, bah, en fait, on est là et on est sur le pied de guerre pour continuer et améliorer la tech en interne. Vous êtes qu'en France pour l'instant ou vous êtes ailleurs aussi? On est qu'en France vis-à-vis des investisseurs. Par contre, on commence à faire des investissements pas qu'en France, hein. On a déjà investi 15 millions d'euros au Portugal. On a fait à peu près 8 millions d'euros d'investissement en Angleterre. Là, on devrait faire une vingtaine de millions d'euros d'investissement en Espagne. Donc, tu vois, on se développe. On vient d'ouvrir deux filiales, une filiale à l'île Maurice et une filiale à Dubaï, parce que justement, on considère que c'est deux marchés qui sont assez porteurs. Moi, les marchés immobiliers qui sont drivés par une inflation importante, ça me plaît. Pourquoi? Parce que même si l'opérateur, c'est la plus grosse des billes et qui fait des conneries, bah, en fait, quand tu as un immobilier qui prend 15% de valeur tous les ans parce que tu as de l'inflation, bon, bah, ça rattrape Un peu de pas mal de, risque. Hmm. ça rattrape pas mal de choses. En France, en France, il faut être très très fort pour faire des projets qui sont rentables parce que tu as un marché qui perd de la valeur, euh, t'as, t'as beaucoup de bâtons dans les roues législatifs, ce qui fait que quand tu arrives à sortir 30-40% de valeur sur un projet en France, bah, chapeau bas. Et quand tu es à Dubaï et que le marché il prend 15% tous les ans parce que tu as une offre qui est moins importante que la demande et que les acheteurs se battent pour entrer sur des marchés de villas, bon, bah, tu as le vent dans le dos. Donc, essayons d'aller aussi sur ces marchés-là parce que ça va permettre à nos investisseurs français de faire des belles plus-values. C'est quoi ton ambition avec Brix? C'est une boîte à 10 milliards, 100 milliards, j'imagine? Alors moi, quand je me dis une boîte à 1 milliard, je me dis putain, c'est pourri si je fais une boîte à 1 milliard. Donc ouais, je suis plutôt à essayer de me dire j'ai une boîte à 100 milliards. Et tu vois, moi, celui qui m'inspire beaucoup, c'est le patron de Nvidia. Parce que c'est le mec qui a été capable de rester 30 ans avec une valo à 4 milliards où tout le monde se foutait de sa gueule, où tu avais Intel qui était 10 fois plus gros
et d'un coup, le mec, il passe de valo 4 milliards, ça fait 50 et d'un coup 5000. Mais c'est ce qui est beau dans la tech, c'est qu'en fait, c'est pas linéaire. Il faut que tu aies une vision forte du truc et que tu restes et que tu fasses des réinvestissements. Et donc, moi, je te dirai jamais qu'on va valoir 300 millions l'année prochaine parce que je m'en fous. Je sais que c'est cette techno-là d'analyse de projet en automatique avec de l'IA qui va nous permettre, si on y arrive, de passer potentiellement d'une boîte qui fait 100 millions à une boîte qui fait 10 milliards, 100 milliards d'un coup. Et donc c'est vraiment notre plan. Mais ça ne sera pas linéaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, je me vois les 20 prochaines années à me dire, vas-y, comment on craque le truc et comment on fait en sorte que tu n'aies pas besoin d'avoir un intermédiaire, un banquier de quartier qui t'analyse ton dossier là, quand tu veux te faire financer. Mais oui, je veux vraiment révolutionner cette industrie. Et donc, et pas au niveau français. C'est nul la France. Donc, plutôt au niveau mondial. Et l'IA, j'ai en tout cas de la croyance que l'IA peut complètement transformer ça. C'est cool. On devrait recevoir plus de fondateurs ici, Alex, qui dit de manière très ouverte qu'ils veulent construire des boîtes à plus de 100 milliards, même plus de 1000 milliards d'ailleurs. C'est même finalement manquer d'ambition une boîte à 1000 milliards quand on voit que Elon Musk peut-être potentiellement va gagner lui dans sa poche directement l'équivalent de 1000 milliards de dollars d'actions. Donc c'est cool. Non, c'est vraiment cool. Et, euh, et là aujourd'hui, ce qui te manque, en gros, si c'est pas tant les investisseurs parce que les projets partent immédiatement, c'est plus les projets, quoi. Les projets eux-mêmes, les projets solides, plus derrière le fait de valider les dossiers. Donc si demain tu avais une pipeline de projets extrêmement solides en volume, finalement tu pourrais scaler sans trop de soucis. Même pas, parce que soit tu me sors des projets où j'ai pas besoin de faire d'analyse et tu vois, c'est des petits pains que je fous sur ma plateforme. Et là, je te dis, je peux passer à 50 millions de financement par mois, mais en fait, on en a 400 des projets qui rentrent. J'ai des mecs qui m'appellent 10 fois par jour pour me dire, t'as vu mon projet, t'as vu mon projet. Donc même des projets que moi je considère bons, on n'a pas la bande passante de tous les analyser et de tous les mettre en financement. Donc, mais donc, tu pourrais me dire, mais t'es con. Vas-y, prends-toi tes 200 000 euros de chiffre d'affaires en plus tous les mois et mets-toi 5 personnes. Mais c'est pas ce modèle-là que je souhaite. Moi, je préfère que tout mon temps soit investi à monter la tech pour faire en sorte qu'on n'ait plus besoin d'analyse et que ça rentre en automatique. Et c'est ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, on finance à peu près 60 millions de projets. On a créé une nouvelle plateforme qui automatise 60% du job. Et d'un coup, d'un mois sur l'autre, genre on finançait 5 millions par mois et d'un coup on est passé à 20. Et en fait, tu as des sauts quantiques comme ça qui sont possibles juste avec la tech. Et à personnel égal, tu vois, à people égal. Donc c'est ça que je cherche à faire. Donc gagner 200 000, 500 000, 1 million de plus, ça m'intéresse pas. C'est comment je passe à l'étape d'après. Et donc c'est ce qui est méga intéressant. Donc là, aujourd'hui, c'est pas une question de projet ou d'investisseur, c'est juste une question de capacité à les gérer et de technologie derrière. Je suis très bullish, Cédric, sur ton projet. Bah, peut-être que ça vaut pas grand-chose dit comme ça, mais puisque tu as déjà fait des chiffres, etc. Mais voilà, je te le dis quand même pour ce que ça vaut. Je suis très bullish et je pense à l'aise que c'est The Next Big Shit et potentiellement une boîte qui, en effet, va valoir énormément d'argent. Et encore une fois, je le redis, je trouve ça vraiment top d'avoir des personnes, des Français qui disent haut et fort, bah non, en fait, fuck les 1 milliard, fuck les 10 milliards, nous c'est 100 milliards, 1000 milliards ou rien, quoi. Et, mais tu vois, cette année-là, si je te donne des chiffres, on devrait faire proche des 15 millions de chiffre d'affaires et à peu près 8 millions des EBITDA. Donc la boîte est très profitable. Et, et moi, ça me fait chier parce qu'en fait, là aujourd'hui, on ne sait même pas quoi faire de ce cash, tu vois, en termes de réinvestissement, parce qu'on est bloqué dans ce truc de il faut qu'on arrive à craquer le truc, quoi. Et moi, je veux pas embaucher, donc on va faire quelques acquisitions là pour aller chercher des licences qui vont nous permettre d'offrir plus de fonctionnalités à nos utilisateurs, des licences financières. Mais on a ce truc et moi, 8 millions d'euros, tu vois, on leur a dit j'ai 80% de la boîte. C'est cool. Je pourrais me dire, bon, bah vas-y, on reste sur ce truc-là. Moi, ça me permet de vivre très confortablement. Bah non, en fait,
je veux surtout pas m'acheter de villa, tu vois. J'ai pas de villa, je veux. Pourquoi est-ce que tu utilises pas ce cash pour recruter les meilleurs développeurs, pour accélérer au niveau de la tech? C'est ça le goulot d'étranglement aujourd'hui. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc là, tout notre focus, il est sur recruter des devs. Ouais. Donc, s'il y a des super devs qui regardent cette vidéo, vous êtes bienvenus chez Brix. On a des projets méga cool. Mais notre sujet, il est là. Ouais. Ok. Alors, c'est pas un game que de dev. Ce que je vois, c'est que ce qui apporte beaucoup de valeur aussi, c'est vraiment un côté growth mindset. Donc des mecs qui font du gros fac et qui vont être capables de nous faire des microservices avec du cursor. Ils savent pas dev, mais ils sont capables de nous monter des plateformes qui permettent d'automatiser et de transformer le boulot de certains de nos opérateurs en interne. Donc t'as, voilà, tous ceux qui touchent toute la journée à de l'IA sont les bienvenus chez Brix. Le message est passé. Le message est passé. On mettra dans le lien de ta vidéo comment te contacter et ainsi de suite. T'inquiète pas. Non mais de ouf. Trop bien. Je sais pas si tu as une page de recrutement, si tu veux, bon tu l'enverras à Alex me l'enverra, je le mettrai en description si tu veux en dessous de la vidéo pour s'il y a des techs et tout qui nous écoutent. Avec grand plaisir. Ouais, on a une page, ouais. Ouais. Il y a que des posts tech, ouais, d'ailleurs. Bon bah les amis, allez soutenir Cédric, allez soutenir Brix, allez lui envoyer de la force sur LinkedIn, je trouve ça génial, des fondateurs français avec beaucoup d'ambition, je pense que ce projet a beaucoup d'avenir. Alex, tu as d'autres choses à rajouter ou Cédric? Non, écoute, c'était vraiment un épisode que je voulais faire depuis longtemps parce que je savais, évidemment, avant que Cédric arrive, certains enfin déjà son ambition, où est-ce qu'il voulait aller, on avait un peu discuté en off. Moi, je trouve ça super. Je trouve que pour bien connaître l'IMO, déjà, je trouve que c'est un vent de fraîcheur sur l'IMO tout court, déjà pour commencer, et ça c'est acté, il n'y a même pas de débat. Et puis dans l'écosystème tech français, enfin, que ce soit ton expérience, Cédric, ou tes ambitions, enfin, moi je les valide complètement et je trouve que, comme l'a très bien dit Luc, on devrait être plus dans ce cas-là, et donc c'est très cool de te faire passer et que tu puisses nous expliquer tout ça, expliquer tout ça à la commune. Voilà. Donc Trop bien. merci, merci à tous. Moi, j'étais content de parler de ces sujets avec vous parce que c'est vrai que c'est pas forcément les questions qu'on me pose habituellement. Donc là, c'était plus les coulisses. Donc c'est très sympa, mais j'imagine que c'est parce que vous avez une audience aussi bien plus éduquée et alerte sur ces sujets entrepreneuriaux que des trucs plus mainstream. Ouais, la plus grande partie de l'audience, c'est souvent des gens soit qui veulent monter une boîte, soit qui en ont déjà monté une, soit qui sont cadres dirigeants dans des startups ou des boîtes un peu en développement. Donc c'est sûr que nous, on a un positionnement qui est un peu plus niche, mais on a plutôt des bons retours récemment de gens qui sont du coup hyper intéressés par ces sujets et un peu les coulisses, les grandes idées qui peuvent être derrière et ainsi de suite. Voilà. Trop bien. Merci pour l'invitation, les gars. Et ben, Avec merci plaisir. à toi Ciao, ciao. et à très vite. À bientôt. À très Ciao, ciao.